Bonjour, je suis Arnaud Fontanet, je suis professeur titulaire de la chaire Santé et Développement au CNAM. Je suis également directeur d'une unité de recherche sur les maladies infectieuses émergentes à l'Institut Pasteur. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'épidémie liée au nouveau coronavirus, SARS-CoV-2, responsable de la maladie appelée Covid-19. Donc cette épidémie, comme vous le savez, a débuté en Chine. Nous sommes à la mi-décembre dans un marché de Wuhan. On pense aujourd'hui qu'un animal qui était vendu dans ce marché a été responsable de la transmission d'un virus, un nouveau coronavirus à l'homme. Cette épidémie est responsable de pneumopathies qui sont sévères, qui se sont d'abord manifestées dans les hôpitaux de cette ville de Wuhan, et des collègues chinois ont assez vite compris que un événement inhabituel, qui leur rappelait d'ailleurs l'épidémie liée à un autre coronavirus, le SRAS en 2003, était en train de se développer sous leurs yeux. Donc, assez rapidement, les scientifiques chinois vont identifier ce nouveau coronavirus, publier la séquence de ce coronavirus sur un site partagé en ligne. Et puis, dans le même temps que l'épidémie se développe localement à Wuhan, se propage également dans d'autres provinces chinoises, eh bien, on voit apparaître des cas en Asie du Sud-Est d'abord, en Thaïlande, puis au Japon, et puis sur l'ensemble de l'Asie. En France, les premiers cas seront vus entre le 24 et le 30 janvier. Il s'agissait de sujets qui arrivaient de Chine, qui sont hospitalisés, diagnostiqués rapidement. Les contacts sont examinés, on ne retrouve pas de virus chez les contacts. Et donc la première vague du 24 au 30 janvier est jugulée. Un peu plus tard, c'est le 8 février, c'est à nouveau des patients, un groupe de patients identifiés dans les Alpes, aux Contamines. On apprendra ensuite que c'est un sujet britannique qui revenait de Singapour, qui avait été dans une réunion où étaient des collègues chinois et l'un d'entre eux malade. La compagnie le prévient par mail qu'un de ses collègues était atteint de ce Covid-19. Lui est revenu au Royaume-Uni, en informe donc l'agence de santé publique anglaise qui contacte l'agence française. On trouve un foyer de 5 personnes, puis une sixième aux Contamines. On examine tous les contacts, et là encore, rien de plus. Donc deuxième tentative d'introduction du virus qui est contenue. On se dit à ce moment que finalement, avec un système de surveillance bien rodé, on serait en mesure de contrôler en tout cas le démarrage de l'épidémie, même si on se doute que les choses peuvent s'aggraver assez rapidement si plusieurs foyers se déclaraient en même temps sur le territoire français, parce que la recherche des contacts et leur isolement est un travail qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et la troisième fois sera la bonne, finalement, c'est le 27 février qu'un patient, un enseignant de 60 ans est diagnostiqué à la Pitié et décède à la Pitié très rapidement. L'investigation menée à partir de ce patient remontera sur un foyer qui s'était déclaré dans l'Oise et qui était en fait actif depuis quelques semaines vraisemblablement, passé inaperçu parce que les premières formes étaient peu symptomatiques. Et donc, les patients qui ont eu des pneumopathies hospitalisés n'ont pas été diagnostiqués avec le Covid-19. Et de fait, il y a eu un foyer de transmission qui s'est constitué dans cette région. Simultanément avait lieu dans l'est de la France, à Mulhouse, un rassemblement évangélique avec 2500 personnes. Et on sait aujourd'hui que lors de ce rassemblement, un foyer très important s'est déclaré, qui après est sémé dans toute la France. Et les participants sont partis en Corse, ils sont partis dans plusieurs provinces, ils sont allés même en Guyane. Et on suspecte aujourd'hui que c'est ce foyer qui est à l'origine d'une accélération forte du nombre de cas, donc dans la région est de la France, Mulhouse, Colmar, puis Strasbourg. Et les premières inquiétudes se manifestent quand on voit arriver tout début mars des patients dans les services de réanimation en France. Ils ont plutôt 80 ans, ils ont des formes très avancées de la maladie, très rapidement progressives, ils vont décéder. On se dit au début peut-être que finalement on est face à une forme un peu sévère de grippe, mais qui va toucher avant tout les personnes très âgées, plus de 80 ans. Et c'est un week-end, la semaine plus tard, le week-end du 6-7 mars, que là on voit arriver dans les services de réanimation des personnes beaucoup plus jeunes, qui font au 7-9e jour de l'évolution de la maladie une pneumopathie très inflammatoire, alors que le virus a presque disparu de leur corps.
et ils sont hospitalisés dans un état très sévère, en réanimation, et là on comprend que on est à un tournant de l'épidémie en France, ce d'autant qu'en Italie, depuis 2-3 semaines, on avait vu aussi dans les provinces du nord de l'Italie, en Lombardie, une épidémie très importante se déclarer, gagner ensuite le sud de l'Italie, et avec 7 à 10 jours d'avance, les Italiens nous montrent le scénario auquel on doit se préparer en France, avec des services de réanimation complètement débordés par l'afflux de patients et des patients de plus en plus jeunes, dont la prise en charge est extrêmement difficile. Donc en France, cette prise de conscience, elle survient le week-end du 6-7 mars, et le gouvernement demande à Jean-François Delfraissy de rassembler un conseil scientifique dont la première réunion se tiendra le 12 mars, et je fais partie de ce conseil scientifique. Nous sommes 10 personnes. C'est une formule assez originale, en tout cas pour la France, et qu'on ne retrouve pas non plus dans d'autres pays européens. Il y a d'autres façons pour des scientifiques de conseiller le gouvernement. Il y a des agences de santé publique dans tous les pays. Il y a des qui sont renforcées ponctuellement par l'apport d'experts. Mais là, c'est vrai que c'est une petite structure très mobile que Jean-François Delfraissy a voulu, et qui se réunit tous les jours pour réfléchir sur qu'est-ce que les scientifiques peuvent apporter au gouvernement, sachant que c'est les politiques qui prendront les décisions. Donc nous nous réunissons depuis le 12 mars tous les jours, week-end compris bien sûr, et nous émettons des avis, des notes d'information pour alimenter la réflexion du gouvernement. Les premières décisions qui ont été prises, elle portait sur comment soulager finalement les services de réanimation, puisqu'on voyait un afflux majeur de patients qui se profilaient. Il a fallu donc prendre des mesures assez radicales. L'avis que nous avons émis, qui est d'ailleurs disponible sur le site du ministère de la Santé, hein, comme les avis suivants, faisait état de la progression rapide de l'épidémie, notamment dans l'est de la France, de l'arrivée de patients de plus en plus jeunes dans les réanimations, d'un risque de saturation et de la nécessité de bloquer très brutalement cette épidémie. Et la solution qui était proposée a d'abord été, en dehors des mesures d'activation des plans blancs d'urgence des hôpitaux, des mesures qu'on appelle aujourd'hui de distanciation sociale, dont la plus symbolique a probablement été une proposition de fermer les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités, et toute une autre série de mesures concernant les rassemblements, la fréquentation des lieux publics, etc. Mesures qui vont se renforcer sur les 3 jours suivants pour aboutir au confinement qui a été proposé le 16 mars et décidé par le gouvernement le 17, hein, mis en place le 17 mars, et qui fait que vous me regardez de chez vous et que vous n'avez pas pu sortir de chez vous depuis le 17 mars, sauf pour des motifs dits exceptionnels, peut-être liés à votre travail, peut-être liés au besoin de faire un peu d'exercice, mais c'est de plus en plus restreint, ou évidemment d'aller faire vos courses, ou des motifs de santé. Donc, quel est l'objectif que nous suivons avec ce confinement? L'objectif pour nous, comme je l'ai dit, c'est vraiment de stopper brutalement l'afflux de patients vers la réanimation. Et malheureusement, dans l'Est de la France, en Île-de-France et en Hauts-de-France, on sait aujourd'hui que les services sont sous extrême tension. Il a fallu d'ailleurs créer de nouveaux lits de réanimation en urgence. Il a fallu transférer des patients vers des régions de France qui n'étaient pas encore touchées par l'épidémie. Et c'est une course contre la montre qui est livrée par les personnels soignants qui font un travail absolument remarquable, très exposé, pour sauver ces vies humaines tant que le flux de patients continue. Alors nous sommes aujourd'hui à J14 depuis le début du confinement, et nous pensons qu'il faudra 3 semaines avant de voir l'effet du confinement, parce que les personnes qui étaient encore en incubation au moment où le confinement a été décidé, eh bien, ils évoluent dans la maladie vers une pneumopathie, et comme on l'a dit, à la 3e semaine, une pneumopathie très inflammatoire, qui, elle, chez des sujets, quelquefois avec des comorbidités, hein, l'hypertension, le diabète et le surpoids, pourront être amenés à, dans les formes défavorables, passer en service de réanimation. Alors on pense aujourd'hui que sur 100 patients qui font des formes cliniques, à peu près 20% feront des pneumopathies et 5% iront en réanimation. Le taux de létalité, la proportion de décès parmi toutes les personnes infectées, est estimé à 1%, en tout cas parmi les formes cliniques. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la part des formes très peu symptomatiques, voire complètement asymptomatiques.
Ce que vous avez compris quand j'ai dit que 20% faisaient des pneumopathies, c'est que 80% des personnes feront des formes très bénignes qui vont être spontanément résolutives en une semaine. Donc nous attendons aujourd'hui, nous regardons les chiffres d'admission vers les réanimations en espérant voir d'ici la fin de cette semaine, début de semaine prochaine, c'est le nombre de nouveaux cas s'infléchir, ce qui traduirait que le confinement est enfin efficace. Va suivre une période de plusieurs semaines parce que les patients qui arrivent en réanimation, comme je disais, font ces pneumopathies très inflammatoires qui demandent des réanimations prolongées hein, sur des périodes de 3 semaines, voire 4 semaines. Des réanimateurs vraiment nous ont alertés sur la gravité de ces formes, et ce qui explique aussi qu'on ne passe en réanimation que des sujets jeunes. Les plus de 80 ans, on sait que le pronostic vital à l'issue d'une réanimation qui durerait 3 à 4 semaines est très compromis et que donc il n'y a pas lieu de leur proposer de passer en réanimation. Donc voilà, on est embarqué maintenant avec des services qui sont très remplis dans les régions sous tension et ce pour encore quelques semaines parce que ces patients vont être gardés pendant 3 à 4 semaines en réanimation. Dans le même temps, l'effet du confinement va se faire sentir aussi sur la circulation du virus dans la communauté et on peut s'attendre à ce que le nombre de cas décroisse progressivement pour, on l'espère, et notre proposition, enfin notre avis pour le conseil scientifique était que le confinement durerait au moins 6 semaines. On espère donc qu'à la fin avril, on sera dans une situation où on a pu stabiliser le flux des patients et le nombre de patients commence à décroître en réanimation. La circulation du virus a considérablement baissé en France et on revient finalement à la situation de la première semaine de mars où on avait un virus qui circule mais qui était encore en nombre relativement limité et c'est là où on repart. Alors on repart un peu dans la situation où se trouvent aujourd'hui des pays d'Asie qui ont finalement réussi leur contrôle de l'épidémie. Alors ils sont peu nombreux. Il y a la Corée, il y a Hong Kong, il y a Singapour. Et dans ces 3 pays, finalement, le virus est pour l'instant maîtrisé. Ils ont quelques centaines de cas. Il y a des cas importés qui expliquent les augmentations que vous observerez si vous regardez leurs courbes. Mais pour l'instant, ils ont été capables, avec toute une série de mesures qui ne sont pas les mêmes selon les pays, de juguler la progression de l'épidémie. Et c'est ces pays que nous regardons de très près parce qu'on voudrait pouvoir une fois que nous aurons stabilisé notre situation et à nouveau baissé considérablement le nombre de cas, on voudrait s'inspirer de ces pays pour étudier les formules qui nous permettraient de graduellement sortir du confinement et reprendre une activité. Alors les propositions qui sont faites, ça repose d'abord sur ces mesures que vous connaissez, hein, les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale. Alors barrière, c'est on se lave les mains, on tousse dans son coude, on utilise un mouchoir à usage unique, et puis on porte des masques quand on est exposé, notamment les personnels soignants. Et puis il y a des mesures de distanciation sociale. Ces mesures de distanciation sociale, eh bien, c'est ce que le confinement a mis en place. Et si vous vous retrouvez face à quelqu'un, vous maintenez une certaine distance. Et puis il y a toutes les autres mesures qui sont proposées. Alors ces autres mesures dans les pays d'Asie qui contrôlent l'épidémie, elles consistent il y a plusieurs choses. On a, alors ça dépend. Par exemple, Hong Kong, pour prendre un exemple, a fermé les écoles, encouragé bien évidemment le télétravail. Tout le monde porte des masques à Hong Kong. Et en revanche, on continue à se déplacer. Il y a même des heures de pointe dans le métro. On continue d'aller dans les magasins. Les magasins sont ouverts. Bien sûr, on fait attention. Hein. Et puis, on va au restaurant, mais voilà, il n'y a que 50% des places qui sont disponibles dans un restaurant pour que les gens ne soient pas trop collés les uns aux autres. Les rassemblements alors je ne saurais plus vous dire quel est le seuil, mais les rassemblements sont interdits. Mais la vie continue. Vous voyez, ils ont réussi à maintenir. Et puis les gens qui arrivent de l'étranger, eh bien, ce sont finalement que les résidents de Hong Kong qui sont autorisés à revenir et ils seront en quarantaine pendant 14 jours quand ils reviennent. Pour les nouveaux cas, on les isole, on les met dans des hôtels et on va immédiatement dépister leurs contacts et ces contacts vont être aussi isolés si ils sont trouvés positifs. La Corée, Singapour font un peu les mêmes choses. La Corée utilise beaucoup des applications électroniques qui permettent de
retracer, grâce à votre smartphone, le parcours que vous avez eu. Et quand vous êtes diagnostiqué, que vous renseignez l'application, eh bien, apparaissent des messages d'alerte pour tous les gens qui sauront que tel endroit a été fréquenté à telle heure par quelqu'un qui est depuis diagnostiqué Covid+. À Singapour, ils ont gardé les écoles ouvertes, mais les enfants, on vérifie la température 3 fois par jour à l'école, et s'ils ont de la fièvre, bien sûr, ils vont pas à l'école. Ils ne portent pas de masque. Donc, vous voyez, c'est des mesures qui sont pas forcément toutes les mêmes, mais l'association de plusieurs mesures, finalement, permet de continuer de mener une vie normale. La difficulté, finalement, pour ces pays, c'est que, en bloquant la circulation du virus, eh bien, il n'y a pas, finalement, la construction de ce qu'on appelle une immunité collective. C'est-à-dire que les gens ne s'infectent pas. Et donc, en l'absence d'immunité collective, quand ces mesures seront retirées, eh bien, le virus peut à nouveau se répandre comme si le pays n'avait jamais été touché. Donc, vous commencez à comprendre un peu le dilemme vers lequel on va se trouver. Soit on a un confinement très strict, un peu ce que les Chinois ont fait à Wuhan. On bloque complètement la circulation du virus. Ça permet de soulager les services hospitaliers quand ils sont trop sous tension, comme ça a été le cas en France. Mais on se retrouve avec un virus qui ne circule plus et finalement une population qui ne s'immunise pas, si bien que quand on retire le confinement, eh bien on est toujours au même point où on était avant le début du confinement. Soit le virus diffuse, mais s'il diffuse trop largement, eh bien à ce moment-là, les hospitalisations augmentent vite, les services de réanimation sont saturés, et on a une surmortalité très importante qui se dessine en quelques jours. Et c'est extrêmement difficile de trouver quelle est la bonne mesure, parce que les mesures de confinement telles qu'on les a, y compris en France bien sûr, elles vont pas être tenables sur le très long terme. Il y a à la fois socialement c'est dur pour des personnes vulnérables, les personnes âgées, isolées, les handicapés, les gens qui sont des troubles psychiatriques, par exemple, vont très mal vivre ce confinement et donc on ne peut pas le garder. Et puis il y a un impact économique, bien sûr, et il y aura d'autres impacts sur la société qui font que ce confinement n'est pas tenable sur le long terme. En plus, quand vous le relevez, eh bien, l'immunité de la population n'a pas évolué puisque les gens ne se sont pas infectés. Mais on sait que on ne peut pas non plus relâcher les vannes trop vite, sinon on se retrouve dans la situation qu'on a connue en France. Donc voilà, sur les semaines à venir, la France va se préparer pendant le confinement pour voir comment est-ce qu'on sera prêt le jour où il faudra commencer à lever certaines mesures pour reprendre une vie plus normale. Certainement, on va devoir d'abord reconstruire les services hospitaliers, donner du temps pour se reposer à ceux qui ont beaucoup souffert de cette épidémie dans l'Est de la France, en Île-de-France et les Hauts-de-France. Il va falloir aussi se reconstituer des stocks de matériel, de médicaments de réanimation, des équipements protectifs. Et puis, on va augmenter notre capacité à tester, parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, on a été limité dans notre capacité à tester. Ça n'a pas forcément été un vrai problème, parce que le test, on en a besoin au tout début de l'épidémie pour identifier les premiers cas et isoler les contacts. C'est ce qui a très bien marché en France. Mais à partir du moment où vous avez une épidémie majeure, c'est comme les épidémies de grippe, vous n'avez plus besoin de tester. Tous les gens qui sont malades, ils ont le nouveau coronavirus. Donc vous ne testez plus, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en France, que les gens qui sont à risque de complications graves, parce qu'ils ont ces comorbidités que je citais, hypertension, diabète, obésité, le personnel soignant qui veut savoir s'il est infecté ou pas, et puis peut-être des situations très particulières, les EHPAD où vivent beaucoup de personnes âgées ensemble et qui sont extrêmement vulnérables si le virus s'introduit. Mais vous voyez, c'est des indications limitées. Néanmoins, il est clair qu'on voudra, pour le jour où on va lever le confinement, disposer de tests diagnostiques en quantité. Il faudra qu'on soit... alors il faudra réfléchir à tous ces outils de suivi électronique que les pays d'Asie ont utilisés, la Chine, Singapour, la Corée, et qui vous permettent de retracer le parcours des cas pour que les contacts soient prévenus plus rapidement et trouver qu'est-ce qui est compatible avec notre fonctionnement en France, nos règles de protection des données individuelles. Il faut savoir que l'Allemagne, l'Angleterre, la Norvège, la Suisse se préparent à utiliser ce type d'application. Et puis, il va falloir aussi réfléchir à comment est-ce qu'on va s'organiser pour l'isolement des cas, de leurs contacts, en fait, toute la préparation d'une société à vivre dans une période intermédiaire. Qu'est-ce qui nous permettra de sortir de tout ça? On ne le sait pas encore très bien. Peut-être que la période estivale va jouer un rôle et que c'est des virus, après tout, qui peuvent être saisonniers. Donc, on peut espérer qu'il y aura un ralentissement de la circulation du virus dans la période estivale, mais on ne peut que l'espérer.
Peut-être qu'on aura un traitement qui va arriver et qui permettra à ce moment-là de partir dans des stratégies beaucoup plus agressives de diagnostic et de traitement. Le vaccin, évidemment, c'est le Graal, mais ça, c'est pour 2021 au mieux. Et donc, on doit donc se préparer à une période qui va possiblement être assez longue, avec certainement un assouplissement de ce qu'on vit aujourd'hui, qui ne serait pas tenable sur le long terme, mais quand même des contraintes. Alors, il va y avoir aussi des tests de dépistage des anticorps qui vont vous permettre de savoir si vous avez été infecté ou non. Quand ces tests vont être disponibles, on s'attend à ce que, et ça va être très bientôt, hein, courant avril, beaucoup de gens vont vouloir être testés. Alors, d'abord, il y a une question de capacité à tester. Hein. Combien de tests seront disponibles? Parce que ce besoin de se faire tester, c'est pas simplement la France, c'est partout dans tous les pays du monde. Et puis, ce sera donc les laboratoires vont devoir produire beaucoup. Et puis, on va voir ce qu'on va apprendre. Hein. Après tout, le confinement en France, qui marche bien actuellement, hein, il y a eu des difficultés au départ, mais maintenant il marche bien, fait que le virus ne s'est pas tant que ça répandu. Donc, on verra. Mais ces tests, voilà, ils vont certainement être utiles pour les personnels soignants pour savoir s'ils ont été infectés. Au-delà, on ne sait pas encore exactement quelle va être leur utilisation. Donc je voulais un peu refaire avec vous, et c'est ce qu'on vient de faire en 15 minutes, le bilan de cette épidémie, vous parler des raisons pour lesquelles on a mis en place ce confinement, et puis comment éventuellement on va en sortir. Mais vous le comprenez, on est là plutôt sur la durée. On avait dit au départ 6 semaines au moins, et il y aura une période de transition qui fera appel à toutes ces nouvelles techniques que j'ai évoquées, et s'inspireront évidemment de tout ce qui est fait dans les pays d'Asie qui aujourd'hui contrôlent assez bien l'épidémie, mais pour combien de temps encore? Je vous remercie et puis à très bientôt.